Les 12. Les 12 de Pierrot Attiobé sur 105.5. C'est dimanche et c'est le temps de notre rendez-vous politique. Merci de nous rejoindre des 12 de Pyramide FM. 3 sujets nationaux, la campagne électorale pour le scrutin du jeudi prochain, la tension sociopolitique et les interprétations des acteurs publics, puis la vie chère au Togo, et puis un sujet africain, le déplacement de 5 chefs d'État à la Maison-Blanche chez Donald Trump. Mais tout d'abord, cette mort qui s'est de nouveau invitée dans la grande famille de la presse togolaise. Le directeur de publication Sam Diobo a laissé définitivement tomber sa plume. Il n'écrira plus jamais pour son journal L'éveil de la nation. Comme d'autres avant lui, il laisse derrière lui une nation qui cherche à se consolider et à renforcer sa marche en avant, mais non sans peine. En juin dernier, les Togolais ont remis sur le tapis les forces et les faiblesses de cette nation. Les Togolais ont manifesté, les Togolais ont été violentés, certains sont blessés, certains ont même trouvé la mort. Cette semaine, le gouvernement a donné sa lecture parlant d'une entreprise concertée visant à troubler l'ordre public, puis se montrant menaçant, il a estimé qu'il n'y aura pas de faveur pour quiconque tentera de troubler l'ordre public. De nouvelles manifestations étant prévues la semaine prochaine, les organisations de la société civile appellent à un deuil national, puis une marche dite silencieuse, loin du Togo. Les organisations de défense des droits de l'homme multiplient les réactions. La FIDH, la LDH et les collectifs des avocats demandent l'ouverture d'une enquête indépendante. Le 6 juin 2025, les Togolais ont effectivement manifesté. Les 26, 27 et 28 juin, ils ont récidivé. Que s'est-il réellement passé dans les rues de Lomé? Que s'est-il passé dans certaines maisons de Lomé? Quel rôle ont joué les manifestants? Quelles ont été les attitudes des hommes en tenue? Quelles ont été les places des fausses nouvelles? L'intelligence artificielle a-t-elle pris part à ces manifestations? Au moment où ces questions restent toutes des questions, l'Église évangélique presbytérienne du Togo cède aux nombreuses interpellations de sa base et de bonne volonté. Elle déplore la situation et désapprouve toute forme de violence. Mais le jeudi 17 juillet 2025 arrive à grands pas, jour d'élections municipales. Pas de panique, pas de report, les élections se tiendront dans la paix. Tous les moyens sont mobilisés pour garantir la sécurité. C'est selon le colonel Rodabalo Awate, ministre de l'administration territoriale. Le pays voit en effet les partis politiques animer la campagne électorale. Quel est l'impact de la situation actuelle sur cette campagne? Les Togolais sortiront-ils massivement voter le jour du scrutin? C'est sans aucun doute en masse qui lisent les prédictions sur la vie du pays suite à la dernière mission du Fonds monétaire international. La vie chère deviendra-t-elle encore plus chère? Si elle devenait encore plus chère, les masses laborieuses auraient-elles suffisamment de force pour la supporter? Comme les 5 chefs d'État africains réunis à la Maison-Blanche devant le président Donald Trump, assis ou debout, les présidents africains ont dû sans doute faire des efforts pour supporter le passage à Washington, où l'autre était surpris du niveau de l'anglais parlé par le président du Libéria, Joseph Boakai, devrait être plus qu'étonné, stupéfait ou abasourdi, lui qui vient tout de même d'un pays anglophone. Notre invité est maître Isabelle Méganvie, première vice-présidente de l'ANC et première adjointe à la mairie du Golfe 5. À la mairie du Golfe 4, excusez-moi, les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyo. Maître Isabelle Méganvie, bonjour. Bonjour, monsieur Attiobé, comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Merci, je vais bien par la grâce de Dieu. Je me sens un peu fatigué là, par la voix. Et oui, parce que nous sommes rentrés dans la campagne sur les chapeaux de roue et donc plus de repos, plus de sommeil, plus de détente non plus et donc les stigmates dessous tous ces efforts-là se sentent sur le visage et ça s'appelle un peu la fatigue. Nous parlerons de la campagne électorale dans un instant, mais permettez-moi d'évoquer vous-même personnellement, puisque c'est la deuxième fois que vous venez ici en l'espace de quelques mois et vous êtes venu avec une béquille. Cela veut dire que physiquement vous êtes un peu diminué. Est-ce que cela influe sur votre situation? Bon, pas du tout. J'ai des problèmes au niveau de la hanche par rapport sûrement à mon embonpoint. Bon, je suis né comme ça. Je viens d'une famille où il y a des relents d'obésité et tout le reste. Et vu l'âge, et la vieillesse aussi, hein, on n'est plus
On n'est plus tout frais, tout jeune et tout le reste. C'est la vie qui va comme cela. Mais bon, ça n'influe pas. Hein, j'essaie de faire, de gérer la douleur parce que bon, il s'agit de problèmes d'arthrose de la hanche. Et ceux qui traversent ces situations difficiles savent en termes de douleur ce que c'est. Bon, c'est vrai que c'est un peu paralysant, un peu difficile parce que ça réduit fortement la mobilité. Moi qui suis habituellement très dynamique, qui bouge beaucoup, bon, je suis obligé de gérer en réduisant un peu mes activités, mais ça n'influe pas du tout sur l'engagement politique. On a déjà vu des chefs d'État en fauteuil roulant hein, aux États-Unis. Un président de la République a été gérer le pays le plus grand du monde dans un fauteuil roulant. Et donc, bon, moi avec les deux béquilles, je suis déjà loin de ça et ça va très bien. Cela veut dire que vous êtes là pour rester, et comme le disent certains, quand on est engagé politique, c'est un peu comme quelqu'un qui est entré dans la consommation de la drogue. C'est un peu ça, c'est ce que certains disent. Mais quelque part, qu'est-ce qui peut éventuellement vous faire laisser définitivement votre combat? La mort. Seulement la mort. La mort, parce que nous sommes en lutte pour un idéal, pour un objectif. Et lorsque, je crois que je l'avais déjà dit ici une fois, la première fois j'étais passé dans vos studios en disant que tant que l'objectif n'est pas atteint, nous ne cesserons pas. Et donc, bon, moi j'estime que ce qui peut nous faire arrêter l'engagement que nous avons, c'est soit l'atteinte de l'objectif que nous nous sommes fixés ou la mort. L'objectif en réalité pour vous c'est quoi? C'est le changement, c'est plus de démocratie dans notre pays, c'est plus de justice, plus d'équité et plus de respect, surtout parce que c'est le lieu d'en parler. Dans votre mot, le début de cette émission, vous l'avez dit, nous venons encore de traverser et nous sommes toujours là-dedans, une période très difficile. Récemment, suite aux manifestations des 6, 26, 27 et 28 juin dernier, nous avons encore retrouvé des cadavres dans la lagune de Baie, de regretter mémoire. Ça s'est déjà passé. Nous sommes pour certains dit que plus jamais ça dans notre pays, mais c'est encore revenu. Et donc, c'est le fait que ces genres d'événements ne se passent plus dans notre pays, que l'engagement est là. Et tant que ces événements continueront à se passer, notre engagement demeure jusqu'à ce que nous ayons atteint cet objectif. Vous évoquez les événements du mois de juin dernier. C'est vrai que ces événements ont eu lieu et beaucoup de Togolais ont dit par la suite qu'ils se sont sentis très mal parce que beaucoup ont pensé que plus jamais ce type d'événements n'auront lieu dans notre pays. Beaucoup ont été moralement touchés. Vous, comment est-ce que vous avez ressenti, comment est-ce que vous vous êtes senti le mois de juin dernier? J'étais atterré. Atterré parce que je suis une femme et c'est nous qui donnons la vie. Et lorsque vous êtes en face de vidéos ou des enfants, parce que ceux qui s'adonnent à ce genre de choses sont des enfants, sont nés de femmes. Et les victimes sur lesquelles ces genres d'événements se passent sont nés de femmes également. Et donc, des deux côtés, les auteurs et les victimes sont des enfants nés de femmes. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que celles qui donnent la vie, celles qui leur a donné la vie, ont été victimes de l'acharnement et de la terreur et de la barbarie de la répression aussi. Et donc, j'étais
vraiment atterré, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais imaginé que ces genres d'événements pourraient encore se répéter dans notre pays. Et je me suis beaucoup interrogé sur la rage avec laquelle la répression a été faite. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier en un humain une telle rage, une telle barbarie, une telle sauvagerie. J'étais encore plus atterré lorsque le gouvernement a fait sa sortie et qu'on a mis tout cela sur l'intelligence artificielle, sur le trucage des images et autres. C'est vrai que aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux et tout le reste, les gens, les jeunes surtout, utilisent l'intelligence artificielle, mais il n'est pas sérieux, voire responsable de la part des autorités de notre pays de mettre les conséquences de tout ce qui s'est passé, de très grave, les 6, les 26, les 27 et 28 juin, sur le dos de l'intelligence artificielle. C'est une fuite de responsabilité qui est condamnable et qui a ajouté à ma douleur d'avoir vu ce qui s'est passé et d'avoir vu ce que des Togolais ont été capables de commettre sur leurs frères togolais. Le fait que le gouvernement ait nié complètement ce qui s'est passé en justifiant cela par l'irrégularité ou l'illégalité de la manifestation, parce que aucun test, aucune justification ne peut être tolérée quand il s'agit de réprimer. Ce n'est pas parce qu'une manifestation a été interdite que pour la réprimer ou pour l'interdire, on soit obligé d'utiliser des moyens aussi féroces, des moyens aussi barbares qui heurtent la sensibilité humaine et qui ne peut en aucun cas se justifier d'aucune manière que ce soit. Voilà ce que j'ai senti, la première douleur par rapport à la sauvagerie, à la barbarie des événements, et ensuite par le fait que le gouvernement ait cru devoir mettre tout cela sur le dos de l'intelligence artificielle. Nous parlerons de la réaction, dans le détail de la réaction du gouvernement dans un instant, mais reprenons le fil des événements. Ces événements qui ont commencé à l'appel des Togolais de l'extérieur, ce qu'on désigne sous le vocable d'influenceurs et de blogueurs. C'est surprenant que pour la première fois dans notre pays, des Togolais qui ne sont pas des partis politiques, qui ne sont pas des associations légalement constituées, aient pu appeler des Togolais et que derrière, il y a eu des mouvements dans le pays. C'est surprenant. Oui, tout à fait. Parce que moi, je l'avais toujours souligné que la manière dont la politique, on va dire le parti au pouvoir, mène la politique dans le pays, à plusieurs séances où, lors des dialogues que nous avons eus au niveau de l'opposition avec le parti au pouvoir, j'avais toujours attiré l'attention du parti au pouvoir sur le fait que la manière dont les frustrations, l'injustice ont cours dans notre pays, qu'il arriverait un moment où le peuple togolais excédé ne répondra plus à rien, ni à l'opposition, ni au parti au pouvoir. Et je crois que c'est cette période-là que nous avons atteint, où la population togolaise, notamment les jeunes, n'écoute même plus. Nous, les responsables politiques de l'opposition, ne nous écoutent plus et n'écoutent pas non plus les responsables des partis au pouvoir. Et c'est ça qui a donné la naissance à ces blogueurs qui, en réalité, sont arrivés sur la toile, soit pour chanter, soit pour faire, en tout cas, des émissions, on va dire, culturelles et autres, et qui se sont invités dans la politique, qui se sont invités dans la politique parce que tous les Togolais ne retrouvent pas dans les hommes politiques que nous sommes, tant de l'opposition
que du parti au pouvoir la réponse à leurs questionnements. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous sur la sellette, tant ceux qui dirigent le pays que ceux qui sont dans l'opposition et qui ont combattu le parti au pouvoir depuis des années. C'est depuis 1990 que ça dure dans notre pays et les Togolais voient qu'ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Et aujourd'hui, ces blogueurs utilisant les réseaux sociaux, c'est la mode aujourd'hui, les jeunes se retrouvent dans ces blogueurs-là qui se sont invités, j'allais dire intempestivement, mais ce n'est que justice parce qu'ils sont des Togolais aussi. Qu'ils soient à l'étranger, dans la diaspora ou au Togo, mais c'est des Togolais qui n'arrivent plus à supporter la situation dans laquelle 60 années de dictature les avaient mis. D'autres ont dû quitter le pays parce que SID ne trouva pas leur compte ici. Ils se sont exilés, ils sont dans la diaspora aujourd'hui où ils voient comment les pays de la diaspora qui les hébergent sont gouvernés, comment la liberté d'expression est sauvegardée là-bas, comment les libertés tout court, les droits de l'homme sont sauvegardés, et qui comparent ce qu'ils vivent là-bas par rapport à leur pays d'origine et qui ne sont pas d'accord avec la manière dont le pays est gouverné. Et donc, ça donne qu'aujourd'hui, les jeunes écoutent ces blogueurs-là. Et ce n'est pas tout ce que ces blogueurs disent qui constitue la vérité politique. Mais les jeunes se retrouvent en eux. Pourquoi? Parce que au niveau de l'opposition et au niveau du parti au pouvoir, nous avons failli, on va dire à notre corps défendant, nous avons failli politiquement parce que l'opposition a essayé par tous les moyens de combattre le régime en place. Le régime en place a essayé par tous les moyens de garder son précaré et donc aujourd'hui, ça donne le cocktail Molotov que nous connaissons et qui est récupéré par les blogueurs aujourd'hui qui donnent le ton à la jeunesse qui se reconnaît en eux. Je ne sais pas si on doit parler d'échec pour les partis politiques, mais on est quand même dans une phase historique pour notre pays. Moi, je ne parle pas en termes d'échec parce que nous ne sommes pas à un examen. Pour ce qui concerne les partis de l'opposition, nous sommes dans une lutte très acharnée contre un régime qui a eu tout le temps de s'enraciner et que, à tout le moins, on ne peut pas espérer pouvoir déboulonner en un mois, en 2 mois. Parce que les ramifications sont telles que, à tout le moins, le temps que ce régime a pris pour s'installer, peut-être que c'est l'équivalent qui va être pris pour le déboulonner, mais toujours est-il que nous sommes dans une lutte. Et en termes de lutte, est-ce qu'on peut parler d'échec? Il n'y a pas de méthode de lutte que nous n'avons essayé au Togo. Septembre 1986, les gens ont essayé les armes. Vous savez, ça n'a pas marché. Et au niveau politique, dans les moyens, on va dire civilisés, ou les moyens pacifiques de lutte, tout a été essayé. Les marches, les boycotts d'élections, les sit-ins, nous savons tout. La grève du sexe, nous sommes passés par là aussi. Les femmes avaient dans ce pays aussi organisé la grève. Or, dans certains pays, le fait que les femmes aient appelé à la grève du sexe a fait changer les choses. Mais au Togo, C'était en quelle année? La grève du sexe? La grève du sexe au Togo, ça doit être dans les 2017. Moi, je me rappelle plus quand même. Si, ça s'est fait, sur YouTube, vous retrouverez, c'était au temps du collectif Sauvons le Togo. C'était les femmes du collectif Sauvons le Togo qui avaient lancé cette grève du sexe là, qui a fait beaucoup de bouquins, mais qui n'a pas donné, qui n'a pas atteint les objectifs pour lesquels cela a été. Par contre, dans d'autres pays, cela a été fait et ça a donné lieu à un résultat très probant. Et donc, nous avons tout utilisé dans notre pays pour pouvoir combattre ce régime et tout le reste. Et donc, on ne peut reprocher aujourd'hui à qui que ce soit d'avoir failli, d'avoir échoué. Mais quand je parle d'échec, vous avez dit tantôt qu'ils ne sont pas écoutés ni par
partis de l'opposition ne sont pas écoutés ni par le parti au pouvoir. Cela veut dire que quelque part, malgré les mises en garde, par exemple, du gouvernement, on a constaté que ceux qui sont à l'extérieur continuent de parler, de prévoir même de nouvelles manifestations. C'est en cela que je parle d'échec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'écoutent personne. Oui, c'est la remarque. Parce que la manière dont cela se fait, ça ne peut donner lieu qu'à cela. Et c'est en cela que je suis encore doublement, pour ne pas dire triplement frustré par rapport à la réaction du gouvernement qui m'a l'air de minimiser ce qui se passe. Vous savez, moi quand je vois les choses passer, je me dis que nous sommes assis dans notre pays sur une poudrière dont personne ne sait l'issue. Et que ça peut faire mal, et au moment où ça va faire mal, ça n'épargnera personne. C'est en cela que moi, je suis étonné de la légèreté avec laquelle le gouvernement appréhende les choses, alors que les tendances et ce qui se passe devaient réveiller son attention pour qu'il considère mieux, il prenne en compte comme il faut la situation et qu'on y trouve une solution en répondant. Parce que en réalité, qu'est-ce que les partis de l'opposition dans leur lutte demandent? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus de liberté, plus de justice, plus d'équité, parce que le Togo reste et demeure notre héritage commun, notre bien. Le Togo n'a pas, certains n'ont pas le titre foncier du Togo, et alors que d'autres sont des métayers qui doivent se contenter des miettes qui tombent de la table. Non, le Togo c'est notre bien commun et nous devons en profiter de la même manière. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a l'impression que certains considèrent qu'ils ont le Togo en partage, que le Togo est un butin de guerre dont ils ont hérité et qu'ils dirigent véritablement comme un butin de guerre. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux pour considérer le Togo comme un butin de guerre et c'est ça, les blogueurs, les jeunes, les émigrants, les femmes, etc., qui ne se retrouvent pas dans la manière dont tout cela est fait. Ce que vous avez décrit, c'est que vous comprenez ce que font les blogueurs. Mais nous sommes dans une république qui est régie par les lois. Justement, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Puisque quand on écoute les appels à manifester, ces appels qui sont des appels à manifester hors cadre légal, est-ce que quelque part, il n'y a pas de problème? Vous savez, je suis juriste de profession, je suis avocate. Et parlant de la loi, je suis bien placé pour le dire. Pour dire que les lois sont votées par le Parlement. Dans notre pays, la plupart du temps, c'est des projets de loi. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui amène ces projets-là à l'Assemblée nationale pour être votés. Et lorsque ces lois-là sont votées, c'est au gouvernement qui est initiateur de la loi de la respecter en premier. Pour donner l'exemple à la population, est-ce que la manière dont la constitution de notre pays a été complètement changée? Est-ce que la manière dont on est passé d'un type de république à une autre, que l'on appelle la 5e République, est-ce que ça a été fait en respectant la loi? Et donc, je dis que le gouvernement qui est initiateur des lois à l'Assemblée nationale qui les vote ne respecte pas lui-même la loi, et donc il n'est pas recevable à demander aux populations de les respecter. Parce que l'exemple du respect de la loi doit être donné par les gouvernants d'abord, avant que de demander aux gouvernés de les respecter. Et lorsque, dans une tentative de se maintenir au pouvoir, vous légiférez de manière liberticide et autres, eh bien, c'est la révolte,
c'est le non-respect de la loi qui serait la réponse à vos manifestations ou qui serait la réponse à tout ce que vous êtes en train de faire parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous et ne trouvant plus de marge de manœuvre se révoltent et ne respectent plus la loi puisque vous-même vous ne la respectez pas. Vous dites que le pouvoir ne respecte pas la loi, c'est pas ce que le pouvoir dit, puisque le pouvoir dit que pour introduire la nouvelle constitution, le pouvoir dit qu'il a respecté la loi. Vous dites aussi que les blogueurs, ou un certain nombre de Togolais, parce que le pouvoir ne respecte pas la loi, eux aussi ne respectent pas la loi pour les imiter. Ce fait ça, est-ce qu'on ne rentre pas dans une sorte de jungle, de jungle de chaos où personne ne respecte la loi et la raison du plus fort, à un moment donné, va être la meilleure? La raison du plus fort peut être la meilleure quand on a les armes et qu'on est face à une population aux mains nues. Mais il arrive, et il est déjà arrivé dans des pays où même face aux armes, les mains nues ont réussi à faire abdiquer ceux qui ont la cession de la violence des armes. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas nous sommes en train d'aller vers une jungle, nous y sommes déjà, parce que ce qui se passe dans notre pays véritablement ressemble à une jungle. Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, que les gouvernements ne respectent pas le gouvernement ne respecte pas la loi, parce que je ne veux pas revenir là-dessus, c'est pas le lieu de notre débat. J'en avais longuement déjà parlé, démontré en quoi le changement et le passage de la 4e à la 5e République n'a respecté aucune disposition constitutionnelle telle que c'était en cours avant que cela se fasse, et tout le monde le sait. Et donc, lorsque vous faites un passage à force de cette manière et que la population vous regarde, vous ne pouvez pas exiger de cette population-là qu'elle respecte une loi qui est inférieure à ce que vous avez violé. Parce que le gouvernement passant à la 5e République a violé la Constitution, qui est la loi suprême nationale. Et donc aujourd'hui, c'est les lois liées aux manifestations et à la limite à la loi pénale que le gouvernement reproche aux populations d'avoir violé. Or, la Constitution est au-dessus de la loi. Lorsque un gouvernement viole la Constitution et vient demander à sa population de respecter une loi simple qui est inférieure, moi je crois que c'est en ce moment-là que nous allons vers la jungle dont j'ai parlé et que les populations ne se retrouvent plus dans ce que fait le gouvernement et ne se retrouvent plus dans la loi que défend le gouvernement. Je donne un exemple. Ce qui s'est passé la dernière fois, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des auteurs qui se sont acharnés sur des victimes et autres. Le gouvernement, dans sa sortie, promet la chasse aux commanditaires. Ils disent que des mandats d'arrêt sont lancés contre les blogueurs qui ont appelé à cette manifestation qui a dégénéré, etc. Tout ça. Mais à aucun moment, le gouvernement ne dit rien sur les éléments des forces de l'ordre qui se sont acharnés de manière aussi barbare sur leurs frères, sur leurs sœurs et autres, et tout ça. Il ne dit rien. Au contraire, le gouvernement a salué dans le premier communiqué qu'il a fait le professionnalisme. En quoi est-il professionnel qu'un militaire s'acharne sur une dame qui est déjà à terre, que vous avez poursuivi, qui est déjà à terre? Moi, j'aurais appris que au moment des guerres, lorsque vous êtes en guerre et que vous terrassez l'ennemi, vous le désarmez et vous le prenez comme prisonnier. Mais vous ne le tabassez pas. Dans aucun texte togolais, il n'est écrit que lorsque quelqu'un commet un acte, mais il faut le tabasser, il faut le rouer de coups, et il faut aller le jeter dans la brousse pour mort. Aucun texte ne dit cela. Et le gouvernement, dans son communiqué, ne dit rien sur la sauvagerie avec laquelle la répression a été faite, mais qualifie
cela de professionnalisme des forces de l'ordre, je dis que c'est un problème très grave. En plus, mais tout le monde a vu que des milices utilisant pour la plupart, on a dit, des véhicules d'État se sont mis dans la main. Peut-être pour porter main forte aux militaires, aux gendarmes, aux policiers et autres qui sont des professionnels dans le maintien de l'ordre. A-t-on besoin de miliciens pour porter main forte à des gendarmes, des policiers et tout ça, pour réprimer une manifestation de Togolais aux mains nues? Parce que moi, je n'ai vu, au début de ces manifestations, je n'ai pas vu les manifestants avoir des armes et autres. C'est quand la sauvagerie a commencé et autres qu'on a répliqué. Et on a répliqué avec quoi? Des pierres. On lançait des pierres, etc. et autres, et tout ça. Mais les pierres face aux armes, aux gaz lacrymogènes qui ont été lancés dans les maisons, aux courses-poursuites qui ont été faites dans les domiciles, dans les chambres des gens et autres. On ne peut pas appeler ça du professionnalisme. On a vu des forces de sécurité. Madame, vous avez dit que tout le monde a vu, mais visiblement tout le monde n'a pas vu, puisque le gouvernement estime qu'un certain nombre d'images ne sont pas des images du Togo, et ça aussi c'est un problème, puisque durant toutes ces manifestations, puisque au moment où il y a ces manifestations, il y a également des manifestations au Kenya et un peu dans d'autres pays. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un problème que durant les manifestations, certains profitent pour distiller d'autres types d'informations, d'autres types d'images? Oui, c'est le problème des réseaux sociaux. Mais nous sommes tous responsables, nous sommes tous dotés de raison. Le minimum d'intelligence que le Dieu nous a donné en nous créant, nous le faisons travailler. Lorsque vous avez des images de militaires qui tabassent et que quelqu'un, ça ne vient pas du Kenya. Les Kenyans ne parlent pas Mina. Comprenez? Et lorsque dans certaines images, et c'est des images qui ont été filmées par des amateurs, lorsque vous voyez que c'est des gens, les voisins et autres qui sont spectateurs de ce qui se passe et que l'image heurte, puisque tout le monde aujourd'hui a un Android, des téléphones portables à la main, on filmé, c'est comme cela. Et lorsque vous voyez, c'est pour ça que je dis que nous sommes dotés de raison, lorsque vous voyez une image créée par l'intelligence artificielle, par rapport à une image qui est réelle, M. Atioubé, vous savez. Mais comment comprendre alors l'attitude ou la position du gouvernement quand le gouvernement dit visiblement que beaucoup de ces images-là ne sont pas du Togo? Je ne sais pas. Je ne peux pas le comprendre. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que, ces images-là ne sont pas du Togo, mais on a vu que c'est nos forces de l'ordre et tout ça. Et puis après, les gens ont témoigné. Mais quand les forces de sécurité sont allées lancer des gaz lacrymogènes à l'hôpital, au centre médico-social de Baie, hôpital de Baie, et que un infirmier ou un médecin s'était opposé à cela et avait commencé à filmer. Ça aussi, c'est l'intelligence artificielle. Ça aussi, et ceux qui ont vécu, vous avez vu qu'après, le personnel soignant a même fait une grève pour dénoncer cela. Et donc, on ne peut pas appeler tout cela lorsque vous êtes en guerre et que les gens sont blessés, on les amène à l'hôpital. Vous ne les poursuivez pas jusqu'à... on a connu des moments terribles dans ce pays, mais je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Mais les forces de l'ordre ne poursuivent pas les manifestants blessés jusque dans les centres hospitaliers où on a évacué des gens qui ont été blessés et tout le reste. Et donc, pourquoi le gouvernement dit cela? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Au lieu de faire la part des choses et de reconnaître quelle est la part de responsabilité dans ce que les forces de l'ordre ont fait, les bavures, parce qu'il s'agit de bavures
qui ont été occasionnés par ces forces de l'ordre là, et peut-être de parler à l'aune de cela de l'irrégularité de la manifestation. On aurait compris que c'est un gouvernement qui a pris toutes ses responsabilités pour sérieux et la part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais lorsque le gouvernement salue le professionnalisme d'éléments des forces de l'ordre qui se sont adonnés à ces genres de bavure, je dis que c'est quelque chose d'inacceptable et quelque chose d'imbuvable. On ne peut pas comprendre cela. Et moi, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Quelle est l'attitude d'un gouvernement pour les réactions, des choses comme ça? Toujours sur les réactions du gouvernement, on a constaté qu'il y a beaucoup de fermeté, mais sur la question du mandat d'arrêt international, vous êtes juriste, quelle est la chance, quelles sont les chances d'éventuels mandats d'arrêt contre ceux qui sont à l'extérieur? C'est nul parce que lancer des mandats d'arrêt, bon, ça équivaut au fait que les gens puissent être arrêtés et puissent être déportés parce que la plupart se trouvent à l'étranger dans des pays démocratiques. Et donc, bon, moi je dis aucune chance parce que ces gens-là ne seront pas envoyés ici pour répondre de ce qu'ils ont fait, parce que ce qu'ils ont fait dans les pays où ils se trouvent n'est pas contraire à la loi. C'est des manifestations, ils ont appelé à des manifestations parce qu'ils réclament leurs droits. Ils réclament plus de liberté, ils réclament plus de justice, ils réclament que les droits de l'homme soient respectés, ils réclament que le gouvernement trouve solution à leurs problèmes sociaux, économiques, culturels et tout le reste. Et donc, dans ces pays-là, ces genres de réclamations ne constituent pas une infraction à la loi. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas extrader ces personnes-là pour faire plaisir au gouvernement qui demande. Et il faut dire aussi que ce qui s'est passé au Togo a soulevé, on va dire, l'indignation de la communauté internationale. On n'a plus jamais parlé du Togo autant que ce qui s'est passé surtout toutes les presses de pratiquement tous les pays, même la Libye a parlé de ce qui se passe au Togo. On en a parlé partout. Et donc, les pays dans lesquels ces personnes-là se trouvent savent ce qui se passe au Togo, savent que le Togo est dirigé par une dictature soixantenaire qui s'hérite de père en fils. Ils sont au courant. Et donc, la procédure d'extradition n'est pas une procédure facile. Et donc, moi, je trouve que ce n'est pas en lançant des menaces tous azimuts, en disant qu'ils seront traqués partout où ils sont, qui vont régler le problème du Togo. Une fois qu'on a fait ces menaces-là, est-ce que les problèmes qui ont amené que ces jeunes se révoltent de cette manière-là, est-ce qu'on a parlé de trouver des solutions à ces problèmes-là qui sont réels, auxquels tous les Togolais sont confrontés tous les jours? Non. Moi, je crois que la solution idoine pour régler ces problèmes, c'est de faire face, c'est de prendre ces problèmes, de faire le constat de l'existence véritable de ces problèmes et d'essayer d'y trouver une solution. C'est ça qui est de la responsabilité du gouvernement, et c'est ça que le gouvernement devait faire au lieu de nier la réalité de ces problèmes-là et de menacer, on va dire pour le plaisir de menacer. Nous parlerons des solutions éventuelles à la crise dans un instant. Je rappelle que notre invité, c'est Maître Isabelle Ameganvi, vice-présidente de l'ANC. Mais il y a eu cette rencontre-là aussi, vous allez confirmer ou pas, entre Jean-Pierre Fabre et Zaga Bambo, un des Togolais installés à l'extérieur. Il est artiste et qui participe activement à ces appels à manifester. La rencontre, elle a eu lieu? Bien sûr que cette rencontre a eu lieu parce que, bon, monsieur Jean-Pierre Fabre se trouvait en séjour en France lorsque moi j'assurais l'intérim du parti de l'ANC en ma qualité de vice-présidente.
bon, lorsqu'il est parti, lorsque nous avons reçu une lettre de demande de ces blogueurs-là, lettre qui aurait été envoyée à pratiquement tous les leaders de l'opposition sur leurs rencontres pour discuter, etc. Bon, comme Zagabambo est en France, M. Jean-Pierre Fabre se trouvait en ce moment-là en séjour en France, bien évidemment, M. Jean-Pierre Fabre étant un homme politique, aucun Togolais ne peut demander à le voir et il va fut-il blogueur, parce qu'il est blogueur, il est en train de faire d'une autre manière ce que M. Jean-Pierre Fabre aussi, parce que M. Jean-Pierre Fabre est en train de lutter. Et eux aussi sont en train de lutter, quand bien même la méthode et les moyens ne sont pas les mêmes. Je crois que les deux font la même chose. Bon, ils sont en train de se battre contre un système, contre un régime. Ils se sont rencontrés, bon, ils ont discuté et Zagabambo lui-même a fait le point des discussions qu'ils ont eues sur la toile. Tout le monde l'a écouté. Bon, c'est tout ce que moi, je peux dire là-dessus. Je n'étais pas à la rencontre pour savoir le contenu de ce qui a été dit dans les détails, mais je crois qu'ils ont parlé de la situation togolaise, ils ont parlé des moyens de lutte et tout ça, et donc il a dit que M. Jean-Pierre Fabre lui a donné son point de vue sur la situation, lui aussi a donné leur point de vue sur la situation, et les deux se sont séparés. Voilà. Jean-Pierre Fabre, on l'a vu au meeting la dernière fois. Comment va-t-il, puisqu'il avait été annoncé malade? Il souffrirait même d'AVC, en fait, c'est ce qui avait été écrit sur les réseaux sociaux. Et comment va-t-il? Vous-même, vous l'avez vu. Vous dites qu'il était au meeting la dernière fois. J'ai lu beaucoup de choses sur la toile. C'est ça le problème aussi. Des réseaux sociaux où il aurait été malade, il a fait un AVC, il a été évacué par avion médicalisé, etc., et tout. Et puis, du coup, il est rentré la dernière fois et puis je n'entends plus rien. Et c'est ça aussi ce que ce régime a fait de ce pays, le mensonge érigé en système de gouvernement. Et donc, le mensonge récupéré par la population qui voit en tout et tout. Lorsque le bruit sur le fait que Jean-Pierre Fabre a fait une crise, évacué et tout ça, des militants m'ont appelé, des responsables de l'ASC m'ont appelé, mais vice-présidente, est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé, etc., tout ça. Il faut dire au président national de parler, de faire une vidéo pour envoyer. Alors, moi, j'ai dit aux gens, le président national ne fera aucune vidéo, pas que ça, que les gens peuvent aller dire ce qu'ils veulent et tout ça. Au moment où il rentrera, tout le monde constatera. Et donc, je crois que c'est ma position qui était la bonne, parce que le fait qu'on réponde et que lui-même il parle et tout ça, on peut dire que c'est une ancienne vidéo, non, il est dans le coma, etc., et tout ça. La meilleure solution, c'est de prouver le contraire de ce que les gens disent par la preuve papale de son exemple, c'est ça. Et donc il est rentré de Paris jeudi. Dès le lendemain, vendredi, il a animé ce meeting. Et M. Atiobé, lorsque vous l'avez vu, il vous semblait quelqu'un qui a fait un AVC. Moi, je l'ai vu sur la vidéo. Je ne sais pas si c'est une vidéo. L'intelligence artificielle. Moi, je l'ai vu sur la vidéo. L'intelligence artificielle. Aussi, on va dire que, bon, peut-être que il est quelque part dans le coma et que c'est l'intelligence artificielle qui a fait le discours qu'il a fait à Nukopé. On en est là, hein, et au Togo, c'est possible aussi. Est-ce que vous avez l'impression finalement qu'on a deux Togos, puisque quand on lit, là je lis même des commentaires actuellement de Togolais qui nous regardent, quand on lit un certain nombre de commentaires qui sont vraiment très très durs,
Puis certains estiment là que même mes questions que je pose, ce n'est pas de bonnes questions. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a des Togolais qui sont au Togo et des Togolais qui sont à l'extérieur? Et puis, je ne sais pas, les Togolais vivent différemment les réalités togolaises. Et c'est tout à fait normal. Vous savez, je l'ai dit au meeting de Anukope la dernière fois que nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora font beaucoup de provocations et nous insultent, nous qui avons décidé de rester là, parce que nous aussi nous avons la possibilité de nous exiler. Cette lutte-là, je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons démarrée en 90 à notre corps défendant, et tout ce que nous avons subi comme affre physique, morale, et tout le reste, nous ne pouvons pas le comptabiliser. Mais pour certains d'entre nous, nous avons décidé de rester là et de demeurer dans la lutte. Bon, certains parmi eux sont partis, ont décidé de partir parce que ne pouvant pas supporter la situation qui se passe là-bas. D'autres sont là, se sont installés et autres. Mais la première chose qu'il faut constater, c'est que ils sont loin de la terre natale. Et le fait d'être éloigné de quelque chose ne vous permet pas d'appréhender la chose de la même manière que ceux qui sont dedans. C'est-à-dire que ces événements sont toujours déformés comme par un prisme qui fait que vous ne pouvez pas appréhender la même chose. Moi-même, quand je me retrouve à l'extérieur du pays, je n'appréhende pas les problèmes qui se passent au moment de mon naissance de la même manière que si j'étais là. Et donc, voilà ce qui constitue peut-être le problème, et que moi j'excuse et que je comprends. Et donc, ne voyant pas les problèmes, ne vivant pas les problèmes de la même manière que ceux qui sont là, bon, ils sont là, et étant dans un pays, dans des pays où les choses se font de manière, on va dire, entre guillemets, civilisée, ils ne comprennent pas lorsqu'ils comparent leur vie là-bas par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Il y a bien évidemment quelque chose qui est déformé, qui n'est pas totalement à l'endroit. Et donc, lorsqu'ils prennent position, par exemple, ils vont vous dire, souvent je souris quand bon nombre parmi eux disent cela. Ils disent, ah mais, lorsque nous faisons des manifestations réprimées par les forces de l'ordre, elle dit, ah mais, on a des gaz lacrymogènes, vous ne devez pas fuir, restez là-bas. Or, celui qui dit ça, il n'a jamais respiré l'odeur d'un gaz lacrymogène. Il ne sait pas ce que c'est. Quand on lance une grenade à fragmentation dans une manifestation, il ne sait pas les effets que cela fait. Eh bien, ne sachant pas les effets que cela fait, il peut vous demander de rester lorsque les militaires contre vos mains nues sont en train de lancer des gaz lacrymogènes et autres. Et donc, ces exemples-là, je peux les multiplier à l'infini. Et donc, ils sont là, et puis ils vous donnent des ordres. Ah non, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas aller aux élections, il faut les boycotter, il faut faire la révolution, il faut faire ceci, il faut faire cela. Sans pour autant savoir si les ingrédients dont nous disposons au moment T sont gérables pour faire une révolution, si les ingrédients dont nous disposons à un moment T sont suffisants pour que nous boycottions les élections, quelles sont les conséquences qui vont sortir du boycott d'une élection en lieu place d'une révolution qu'on annonce au bout en bas, mais qui ne se réalise jamais. Donc voilà, et je dis que moi tout ça là, je comprends. J'excuse même tout ça là, mais il faut quand même à un moment donné s'arrêter et dire, non, pas du tout. Okay, et dire à nos frères que
personne n'est venu nous chercher, hein, nous qui sommes dans la lutte ici, pour que nous venions lutter. Et personne, eux, à partant, ne nous ont pas institués comme des métayers qui doivent faire des choses à leur place, quand bien même nous ne sommes pas d'accord. Et la démocratie que nous voulons veut que nous respections, nous, leur point de vue, mais l'exigence c'est que eux aussi doivent respecter notre point de vue, Madame, parce que nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes points de vue. Madame, on a justement compris. Oui, on a compris votre position. Je rappelle que notre invité, c'est Maître Isabelle Amegami, vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, la tradition au D12, et qu'à partir de cet instant aussi, nous ayons des questions des auditeurs par téléphone. Je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. J'ai aussi beaucoup de commentaires qui sont laissés. Je ferai le plaisir de choisir certains des commentaires pour vous les soumettre, madame. Puisque beaucoup de ces commentaires-là portent sur les prochaines élections. Votre parti politique est engagé dans le cadre de ces élections-là. Pourquoi? Vous nous direz dans un instant. Allô? Oui. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Madame, bonjour. Bonjour. C'est Pelé. Oui, Pelé, on vous écoute. Ok, merci pour madame du courage. Et la première question, je pense que nous sommes, qu'on ne le veuille pas, en crise. Et la fois dernière, le ministre Bawara, sa sortie a dit qu'on ne danse pas tango seul. C'est à deux qu'on danse tango. Ça veut dire que le gouvernement prévoit déjà un dialogue en perspective. Il y aura un dialogue. En quel cadre l'opposition va dialoguer avec le pouvoir et les blogueurs qui sont aujourd'hui les acteurs principaux et les éléments légitimes? Dans quel cadre et comment ça va se passer? Deuxième préoccupation, je pense que M. Pierrot pose la question comment vous trouvez l'attitude du gouvernement par rapport à ce qu'il invente comme des éléments d'intelligence artificielle qui a filmé toutes ces images qu'on a vues à visage découvert, des Togolais que nous-mêmes nous connaissons. Et je voudrais dire que si le gouvernement ou bien le FPT avait cette idée depuis le 29 septembre 2024, il aurait dit que ceux qui sont arrivés, ce qui s'est passé au sein de la CDPA, c'est l'intelligence artificielle. C'est ce qu'ils vont dire. Mais là n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que nous sommes devant une situation très grave. Quand nous le voyons comme ça et que le gouvernement, on le sait que leur attitude est très simple. Comme ils ont dit, un ministre a dit que quelle que soit la physionomie d'une mission, la fête aura bel et bien lieu. Elle aura bel et bien lieu comment et quand. Quand nous voyons les blogueurs qui parlent de 16 et 17, quelle est la position de votre parti politique par rapport à la date, à la deux dates 16 et 17? Merci. Bien, merci. Pelé pour les deux questions sur l'éventualité d'un dialogue. C'est la première partie de la question. Mais non, il a posé la question de savoir dans quel cadre aurait lieu. Moi, je ne peux pas lui répondre parce que moi, je ne suis pas organisatrice d'un quelconque dialogue. Le gouvernement a dit quelque chose et c'est ce gouvernement-là, il interprète en disant que ça veut dire que le gouvernement va appeler à un dialogue. Est-ce qu'il va appeler les... Mais moi, je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question-là parce que, en réalité, cette question n'est pas adressée à la bonne personne. Cette question, M. Pelé devait plutôt l'adresser au gouvernement qui a fait une déclaration dans laquelle, lui, il trouve qu'il y a... il interprète en réalité les propos du ministre Zibet Bawara. Voilà, de Zibet Bawara. Et donc, c'est peut-être à M. Zibet Bawara qu'il faut poser la question. Moi, j'en sais rien du tout. La deuxième partie de la question sur les manifestations annoncées toujours par les Togolais de l'extérieur pour les 16 et 17 juillet. Pour le moment, nous sommes en campagne pour les législatives. Et vous savez, moi, je suis dans un parti politique où ce n'est ni notre président ni moi, vice-président, qui décidons.
nous avons des structures qui décident de la ligne que doit suivre le parti sur tous les plans. Et la plupart du temps, pour que cela reste et dans la mémoire de tout le monde, nous sortons toujours, lorsque nous prenons position, des déclarations écrites, datées, pour que cela puisse laisser trace. Pour l'heure, notre parti n'a pas qui tient, c'est le bureau national qui est l'organe décisionnel du parti entre deux congrès, n'a pas encore tenu de séance sur cette question-là. Et au moment opportun, si et tant est que le parti doit prendre position par rapport à cette date-là, le parti le ferait connaître par les moyens habituels à toutes, d'abord aux militants, aux sympathisants et à toute la population. Un certain nombre de Togolais estiment que vous ne devez pas participer à ces élections-là. Que leur répondez-vous? Je leur réponds que c'est leur point de vue, qui n'est pas conforme au nôtre, pour plusieurs raisons. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que nous avons utilisé toutes les formes de lutte, tous les moyens de lutte dans notre pays, mais ça n'a pas marché. Nous avons utilisé également le boycott, une première fois, une deuxième fois, plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Mais nous, à un moment donné, lorsque vous utilisez des moyens et qui ne marchent pas, vous ne serez pas sérieux lorsque vous ne vous asseyez pas et que vous fassiez le point de la situation sur les avantages et les inconvénients de vos positions. Le boycott des élections, c'est bien. C'est une forme de lutte. C'est une forme de refus d'une situation donnée. Mais lorsque vous êtes dans un régime, vous faites face à un régime dictatorial qui vous ferme toutes les portes, je crois que le boycott, à un moment donné, n'est plus la solution qu'il faut donner. Vous savez, lorsque j'arrivais dans votre studio tout à l'heure, j'étais sur les réseaux sociaux en train de voir un peu quelles sont les nouvelles qui sont sorties aujourd'hui, dimanche, et je suis tombé sur une vidéo du président Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a fait une sortie sur sa position par rapport à l'élection présidentielle qui est en cours en Côte d'Ivoire, et qui a dit que tout est mis en place par le gouvernement de M. Alassane Ouattara pour instituer la fraude dans l'organisation de ces élections-là. Mais est-ce qu'une fois que les partis de l'opposition ont fait le constat de cela, est-ce que le boycott serait la solution? Et il a continué en disant que lui, il fait sien ce que l'on a l'habitude de dire, que entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ce n'est pas parce que un gouvernement se prépare à organiser une élection frauduleuse qu'il faut tout abandonner et lui laisser un boulevard pour qu'il ne puisse même pas faire cette tentative de fraude que vous êtes tenu d'empêcher, et qu'il puisse revenir et dire qu'il a gagné les élections sans aucun effort. Et donc, que lui, il pense que même si on veut instituer en Côte d'Ivoire la fraude comme moyen pour gagner les élections, l'élection présidentielle qui s'annonce, lui, il estime qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. La deuxième chose, c'est que
les élections qui s'annoncent dans notre pays ne sont ni présidentielles ni législatives. Et ça aussi, c'est une raison fondamentale. Il s'agit d'élections municipales, donc d'élections locales. Et dans notre pays, nous avons vu comment ont été dirigées les mairies que l'opposition avait, les maires de l'opposition avaient dirigées. Et nous disons que en 2019, lorsque on a fait les élections locales, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de fraude. Aucune élection n'a jamais été transparente au Togo. Et la transparence, la non-transparence des élections, on retrouve cela sur tous les points. Le découpage électoral, la composition de la CENI qui est inéquitable, etc., etc. Les fraudes, le bourrage dur, etc. Et tout ça. Et donc, tous ces éléments-là participent à toutes les élections au Togo. Et donc, les élections locales de 2019 ont sacré à la même habitude. Mais ça n'a pas empêché l'opposition de gagner et de diriger certaines mairies. C'est vrai que c'est l'infime minorité, mais l'opposition a quand même gagné. Et souvent, ce n'est pas des mairies de petite taille. Par exemple, dans le Golfe, l'opposition a gagné et les opposants ont dirigé, je crois, 4 mairies sur les 7 que compte, par exemple, la préfecture du Golfe. Et donc, c'est tout cela qui fait que, au niveau local, nous ne pouvons pas accepter de laisser encore tout. Le parti au pouvoir, le RPT uni, a la même mise sur tout l'exécutif de notre pays. Il a la même mise sur le législatif. Aujourd'hui, les régions et autres, on a fait les régions, les sénatoriales et tout ça, même mise sur le Sénat, sur les régions. Allons-nous encore lui laisser en cadeau sur un plateau d'or vous direz aux élections commune aussi? Vous direz aux élections, on a compris. Et non, nous disons non. Vous y allez. Madame, votre... Surtout que ceux qui proposent le boycott ne nous offrent pas un autre moyen qui nous permettra de nous en tirer et qui serait mieux. Madame, ce que je vous propose sur les prochaines minutes, c'est que votre réponse ou vos réponses soient relativement brèves pour permettre à beaucoup d'auditeurs d'intervenir. Sur les raisons, on a compris, on vous a laissé expliquer, vous avez pris plus de 5 minutes pour expliquer les raisons qui fondent votre participation aux prochaines élections municipales. On va retourner au téléphone après Pelé. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Basile. Oui, on vous écoute, Basile. Ah, je salue l'invité. Bon, mais, comme je suis resté très longtemps en ligne, je vais voir si je peux leur dire quelque chose. Moi, mon problème avec eux, côté opposition, c'est qu'ils nous donnent maintenant l'impression que on va voir combien le PTM aujourd'hui, M. Ford Nassindé va nous donner. Bon, dans un pays où ça est comme ça, quand est-ce que nous allons sortir de l'auberge? Est-ce que vous voyez ça? L'élection, on va aller. Nous sommes tous d'accord que c'est avec les urnes qu'on change les donnes dans un pays. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Les urnes là sont ailleurs. Ce qu'on vote dedans, ce n'est pas ça. Les urnes pré-remplies vont être amenées après. Et ça sera le rôle des gens à qui vous ne pouvez pas faire face. Bon, pourquoi est-ce que depuis, après 1994, où on a eu 43 députés sur 81, vous voulez toujours aller aux élections et vous ne pouvez pas prendre des dispositions? C'est ce que moi je ne comprends pas. Vous participez, vous dites, on va voir combien M. Bon va nous donner.
Pourquoi est-ce qu'on va être dans un pays comme ça? Basile, on a compris votre question. Est-ce que la question c'est sur les dispositions à prendre pour... Oui, mais excusez-moi. Lorsque M. Basile a dit ça, mais nous qui disons nous allons y aller, nous ne formons pas la porte à qui que ce soit de proposer ou de faire autre chose qui va aller directement vers la solution que lui propose. Encore que, il a dit une fois, n'allez pas aux élections. Mais si nous n'allons pas aux élections, qu'est-ce que lui propose que nous puissions faire qui puisse retourner ou bien aller vers l'objectif que lui, il souhaite? C'est ça la réalité du problème. C'est-à-dire, on vous propose ne pas aller, on n'est pas allé aux élections en 1994. C'est ça qui a donné après en 2000. Non, en 1999. Voilà, 1999, c'est ça qui a donné le toilettage de la Constitution. On n'est pas allé aux élections, on a boycotté en 2000. Quelle élection? Élection législative 2018. C'est ça qui a donné lieu aux changements qui sont intervenus dans beaucoup de textes. On n'est pas allé en 2018. C'est ça qui a mis en place l'Assemblée aujourd'hui, qui a transformé la 4e République en 5e République. Et donc, c'est ce que nous disons, que nous ne voulons plus laisser de marge et tout ça. Nous allons y aller. Et puis, mais ceux qui sont, je suis d'accord avec ceux qui prônent le boycott parce que les dés sont pipés et que, bon, il dit que on y va parce que, moi, j'ai jamais dit ça, que parce que M. Ford Gnassingbé va nous donner, on attend qu'il nous donne quelque chose et tout ça. Mais une fois qu'il a dit ça, est-ce que ceux qui, les participationnistes, on va les appeler comme ça, est-ce que les participationnistes ont fermé quelle issue à qui veut offrir autre chose pour que nous aboutissions au résultat que nous voulons, c'est-à-dire le changement, c'est-à-dire le fait que le gouvernement, ce gouvernement de 60 années de dictature puisse faire la place et que l'alternance puisse avoir lieu dans notre pays. C'est tout ce que nous disons. Personne ne ferme la porte à quelque manifestation ou à quelque lutte, moyen de lutte que ce soit. Si ils estiment que c'est pas aller aux élections qui va régler le problème, mais qu'est-ce qui va régler le problème? Mais qui le déroule et nous sommes les mêmes qui supporteront et qui faisons. Parce que, il faut dire, ceux qui disent qu'ils participent aux élections, c'est les mêmes personnes qui, lorsque on demande de manifester, c'est ces mêmes personnes-là qui manifestent aussi. Hein. Il faut pas dire le contraire. C'est les mêmes personnes qui manifestent. Parce que, par exemple, nous, à l'ANC, nos militants, bon, lorsqu'on demande de faire une manifestation, ou de faire, ben, nous sommes d'accord pour le faire. Madame, pour l'heure, nous estimons que on ne peut pas laisser le boulevard comme cela. Mais si eux, ils ont une autre solution pour que ça aille plus vite que le fait Madame, permettez que je vous pose des questions. Madame, permettez que je... Oui. Est-ce que vous êtes embêté un peu par ceux qui appellent au boycott? Parce que dans les argumentaires avancés, ils évoquent la 5e République, le fait d'y aller légitimerait la 5e République, et ils évoquent aussi la situation actuelle avec le bilan ou les bilans des événements du mois de juin pas passé. Est-ce que tout cela vous embête un peu? Oui, cela nous embête. J'en ai parlé tout à l'heure avec beaucoup de peine au cœur sur les événements qui se sont passés. Vous savez, c'est pour cela que, vous voyez, aujourd'hui, dans vos studios, je suis habillé en tenue de l'ANC parce que nous sommes en campagne. Tout à l'heure, quand je vais quitter votre studio, je vais animer un meeting et autres, mais vous voyez que j'ai une coiffe noire. C'est pas hommage à ce qui s'est passé, à ceux qui sont morts, aux victimes qui sont encore tombées la dernière fois que nous... C'est par rapport à cela aussi que la campagne électorale a démarré le 1er juillet. Mais nous ne sommes rentrés, nous, en campagne que vendredi dernier par le meeting que nous avons fait à Nkopé. Nous avons décidé de consacrer une semaine de deuil en hommage
à nos martyrs qui sont tombés. C'est pour cela que nous n'avons pas fait campagne, parce que nous estimons qu'il faut... Et ça aussi, c'est un moyen de combat que nous avons fait. Mais au lieu de faire 2 semaines de campagne, nous disons une semaine, la première semaine, nous allons consacrer cela à l'hommage à nos martyrs. Et nous avons démarré la campagne. La campagne, nous n'avons que 5 jours pour faire la campagne électorale. Ça, c'est notre moyen aussi de participer à la douleur du peuple togolais. Et donc, lorsque les gens ça m'embête un peu parce que c'est leur point de vue à eux. Et je ne comprends pas pourquoi que nous comprenons. Puisque nous-mêmes, nous avons utilisé le boycott à plusieurs reprises. Parce que nous pensons que c'était un moyen qui pouvait nous permettre d'avoir autre chose. Mais nous avons constaté aujourd'hui que ça ne donne pas... Madame, on a compris. On va retourner le téléphone. Madame, on a compris, s'il vous plaît. Allô, le téléphone. Allô. Oui, bonjour. Radio. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Oui, c'est Paul. Oui, Paul, on vous écoute. Je salue madame. Bonjour. Madame, vous pensez que c'est parce que vous avez beaucoup boycotté certaines élections que le pouvoir a pu changer ou bien le pouvoir a pu faire ce qu'il devait faire? Lorsque vous y étiez, est-ce que ça a empêché que le pouvoir fasse tout ce qu'il veut? Ensuite, ce que le Togo vit maintenant là, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis nos grands-parents. Mais puisque ce n'est que par les élections qu'on peut changer les choses. Vers les années de 58, autour de 60 là, c'est l'ONU qui a pu organiser les élections et qui nous a départagés. Pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez plus faire appel à l'ONU, puisque ce n'est que par les élections qu'on peut avoir le changement? Merci. Bien, merci. Paul, on a compris. Mais bon, la réponse est facile à donner. Mais monsieur, lorsque nous étions à l'Assemblée nationale de 2007 à 2010, où on nous a chassés de l'Assemblée nationale, c'était parmi nous. Nous sommes revenus en 2013 jusqu'à en 2007. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas pu changer la Constitution. Pourtant, nous étions minoritaires à l'Assemblée nationale. Nous étions minoritaires à l'Assemblée nationale, mais nous avons eu une minorité de blocage qui les a empêchés de changer la Constitution. C'est lorsque nous n'avons pas participé aux élections de 2018, où nous leur avons laissé un boulevard où ils se sont retrouvés à l'Assemblée nationale tout seuls, entre eux et leurs alliés, qu'ils ont changé la Constitution. Et donc, vous ne pouvez pas me dire, lorsque vous y étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Lorsque nous y étions, ils n'ont pas changé la Constitution. Je dis, peut-être, si nous avions participé aux élections en 2018, ils n'auraient pas pu changer la Constitution aujourd'hui et prôner sur les chapeaux de roue de manière aussi cavalière la 5e République. Voilà ce que je peux répondre. Ensuite, monsieur, l'ONU, ce n'est pas quand même quelque chose que moi, Isabelle Amegabi, ou monsieur Jean-Pierre Favre, ou le collectif de l'opposition, dans un claquement de doigts, va dire, ONU, venez organiser les élections. Mais je crois qu'il faudrait juste expliquer que l'intervention des Nations Unies, à cette époque, c'était... en fait, cette intervention s'était faite dans un cadre donné. Oui, on était en phase de décolonisation. Bon, aujourd'hui, c'est une institution internationale sur laquelle nous n'avons aucune emprise. Le téléphone après Paul. Allô? 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 Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est madame ici, allez-y. Oui, c'est ici. Je sors de Metz et j'ai prié le Saint-Sacrement, comme d'habitude, pour qu'il leur ôte le fauteuil présidentiel de fête la semaine prochaine. Moi, je vais demander à ma soeur, moi, je ne comprends pas. Un régime qui est... Allô? Oui. Qui a été installé en 63, qui est là à massacrer la violence et tout, conserver le pouvoir vaille que vaille, et puis organiser seules les élections, toutes les élections en catimini, et frauder en masse, canarder, s'il veut, machin. Tout ça là, c'est de la retrahison. Moi, je vous dis de porter plainte. Et puis, là,
nous allons voter pour le gouvernement parce qu'il le téléphone de notre ami ici est coupé, malheureusement. Après, si, j'espère qu'on va avoir quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Pierrot. Oui, bonjour, Abdel. Oui, bien sûr, c'est Abdel. Oui, oui, allez-y, Abdel, on vous écoute. Bonjour Madame Isabelle. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci. Vous nous avez beaucoup manqué parce que il m'en souvient la dernière fois que je vous ai écouté, ça fait très longtemps, des années que je vous ai écouté. Oh, pourtant, donc, merci. pourtant je suis là, hein. Peut-être okay, pas Radio Pyramide, mais bon, je suis ailleurs aussi, hein. Je n'ai pas du tout disparu. Hein. En tout cas, vous savez, le débat politique anime bien le jeu politique. Et c'est à travers ce débat que les populations aussi s'intéressent à la politique et s'intéressent à la gestion de la cité, puisque c'est à travers les débats politiques sur différents médias que nous apprenons, nous sommes en contact avec l'information concernant notre pays. Merci pour cela. Maintenant, vous-même, vous voyez qu'à un moment donné, vous êtes pris par votre propre piège. Parce que vous avez aussi longtemps fait la promotion du boycott. Il m'en souvient encore que la dernière fois, lors des élections législatives, après cela, vous avez encore fait la promotion du boycott en n'allant pas à l'Assemblée nationale. Cela n'arrange pas la politique, ça n'arrange pas le jeu politique. Parce que quand vous êtes absent là, et que vous êtes les bonnes personnes absentes, c'est que les mauvaises personnes viendront toujours prendre votre place. J'ai l'habitude de le dire, hein. Mais je suis très heureux que vous participez cette fois-ci aux élections et de ne plus laisser la place, comme vous le dites. Voilà. Maintenant, concernant à l'interne de votre parti même, il y a quelques semaines que j'ai observé qu'il y a eu beaucoup de démissions dans votre parti. Et je me questionnais parce que certains sont allés créer, en tout cas, lors de ces élections locales-là, ont créé leur liste, leur mouvement pour y participer. Je me demande, est-ce qu'il y a une forme de dictature à l'interne de l'ANC, ce qui fait parfois, qui amène à cette émission, ou comment? Si oui, est-ce que s'il y a vraiment dictature dans l'ANC? L'ANC est habilité aujourd'hui à parler de la dictature de ceux qui nous gouvernent. Tout ça, c'est des questions qui me taraudent l'esprit. Je voudrais que vous nous éclairez un peu là-dessus, Madame Isabelle. Merci Abdel, c'est noté. Rapidement. Oui, mais Monsieur Abdel, je crois que vous êtes un observateur avisé de la scène politique. Ceux qui ont quitté l'ANC, parce qu'il y a ceux qui ont quitté l'ANC et ceux qui ont été expulsés de l'ANC. Donc deux catégories, des démissionnaires et des gens qui ont été expulsés. Et des expulsés. Bon, c'est le terme qui convient que je n'arrive pas à trouver. Quelle est la raison qui a déterminé la démission de ces gens-là ou l'expulsion de ces gens-là de l'ANC? C'est d'être allé partiser avec l'ennemi. Si on peut parler ainsi. En termes de politique, on parle d'adversaire, on ne parle pas d'ennemi, mais c'est le cas ici, je peux donner les noms, M. Gomado, M. Robert Olympio, etc., qui sont partis. Ben, ils sont allés à unir. M. Gomado est devenu ministre, M. Olympio a été élu sénateur avec les voix majoritaires de unir, et donc c'est la même chose. Et donc, pourquoi vous liez cela à une prétendue dictature qui serait au sein de l'ANC? Les gens sont fatigués de la lutte et veulent aller manger. Est-ce que vous avez l'impression que ça va continuer? C'est comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que ça va continuer? Oui, mais de toute façon, nous, à l'ANC, nous n'obligeons, on ne peut pas obliger parce que, vous savez, les gens viennent à l'ANC d'eux-mêmes. C'est quand vous vous sentez, vous vous reconnaissez dans la lutte que mène, pas Jean-Pierre Favre seul, parce que l'ANC, ce n'est pas Jean-Pierre Favre,
seul. Nous sommes venus de loin. Nous avons quitté l'UFC pour créer l'ANC parce que nous n'étions pas d'accord avec le choix de M. Gilles-Christ Olympio qui a décidé d'aller... On va refaire l'histoire. Ma question, madame, s'il vous plaît. Ma question au-delà de l'ANC. Est-ce que vous avez l'impression qu'au-delà de l'ANC, puisque la lutte dure, au-delà de l'ANC, d'autres partis politiques vont connaître le même sort, que des acteurs de ces partis-là, de l'opposition, rejoignent finalement le parti au pouvoir? Oui, mais c'est ce que je dis. Que, bon, moi, je ne peux pas obliger quelqu'un qui se dit fatigué de la lutte, parce que c'est difficile de se positionner dans l'opposition et de se maintenir. Et à un moment donné, les gens sont fatigués et veulent partir. Bon, alors, quel est ce rapport avec une dictature qui existerait, etc., etc., puisque les personnes sont venues d'elles-mêmes et décident à un moment donné de partir parce qu'ils sont fatigués de la lutte et qu'ils veulent aller et s'abreuver aussi un peu, etc. Et ce que je veux relever aussi, c'est que c'est quand il s'agit de l'ANC que tout le monde s'excite, tout le monde parle. Mais les mêmes défections ont eu lieu dans les FDR. Parce qu'aujourd'hui, les FDR sont nos alliés. C'est pour ça que je sais de quoi je parle. Les mêmes défections ont eu lieu au sein du PFR. Surtout à ces élections-là. Moi, je le sais. Ce n'est pas seulement l'ANC qui connaît les démissions. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans les FDR, il y a des démissions. Il y a une dictature, ou bien dans le PSR, il y a une dictature aussi. Non, c'est que les gens, à un moment donné, sont fatigués, puisque ceux qui sont partis, ceux qui ont quitté ces partis-là, ils sont allés s'allier au parti au pouvoir. Donc il faut comprendre les raisons qui les ont poussés à faire cela. Bien, merci, madame. Donc ne pas mettre ça sur le dos d'une prétendue dictature qui existerait. Madame, c'est bon, il nous reste 6 minutes. Nous allons revenir en studio, puisqu'il nous reste 6 minutes. Il y a un certain nombre de questions qui sont restées en suspens, notamment l'intervention d'un certain nombre de structures de défense des droits de l'homme, la FIDH notamment, la Ligue des droits de l'homme, aussi le collectif des avocats, et ces structures-là condamnent les violences qui ont eu lieu ici au Togo, et puis demandent une enquête indépendante. Quelle est votre position sur cette demande? C'est le minimum. C'est le minimum qu'on peut demander par rapport à ce qui s'est passé, l'ignominie qui s'est passé la dernière fois. Et donc, moi, je soutiens à 200% même la demande de ces organisations-là, parce que c'est le minimum. Puisque le gouvernement met tout sur le dos de l'intelligence artificielle et salue le professionnalisme de ceux qui ont commis ces actes-là. Seule une enquête impartiale nous séparerait, nous fixerait sur l'existence d'une prétendue intelligence artificielle ou pas. Et donc, bon, moi je soutiens à 200% cette proposition de ces organisations-là. À cette étape, madame, la question fondamentale aussi qu'on peut se poser, même s'il y a des débats sur les manifestations qui ont eu lieu le mois passé, c'est quelles peuvent être les solutions, puisque quand on regarde un peu l'histoire politique de notre pays, cette histoire, elle est marquée par beaucoup de violences depuis les années 60 et des cycles qui reviennent. Les dernières violences ont été surprenantes pour un certain nombre d'acteurs, d'observateurs. Comment mettre fin à ces cycles-là? Mettre fin à cela, moi je crois que c'est que les Togolais qui ne se reconnaissent pas dans la gouvernance actuelle parlent d'une même voix. Je ne dis pas qu'ils doivent regarder dans la même direction et avoir les mêmes positions. C'est-à-dire que tous ces Togolais-là doivent savoir que l'objectif commun, c'est de se battre pour que ce régime-là parte et qu'il y ait alternance dans notre pays parce que ce régime n'a plus rien de nouveau à donner aux Togolais. Et donc, l'essentiel, c'est que 60 années, ça suffit et que tout le monde sache et qu'on ne se trompe pas d'adversaire, parce que c'est cela aussi notre problème. Quand vous avez des partenaires de l'opposition qui viennent dire, alors que, par exemple, M. Fabre n'a jamais été dans un gouvernement, n'a jamais été premier ministre, n'a jamais été ministre, mais quand on dise que c'est la faute de M. Fabre, tout ce qui se passe dans ce pays.
on n'est pas sérieux en disant cela. Alors que le parti qui nous gouverne, ça fait 60 ans, le RPT, le père l'a fait, et pendant près de 30 et quelques années, le fils est en train de boucler la vingtaine d'années, etc. Et tout ça, nous savons quel est le problème de ce pays, mais nous nous amusons nous-mêmes entre nous à déplacer le débat et à rendre d'autres personnes responsables des actes commis par certains. Donc, moi, je crois que c'est l'unicité d'action et la même volonté d'être objectif, d'être sérieux avec nous-mêmes pour reconnaître que nous n'avons qu'un seul et même problème, c'est le régime soixantenaire RPT uni, et de le combattre de la même manière en ne dispersant pas on a compris, madame. On a compris la proposition. Nos combats sur des querelles inutiles, incertaines et autres, en accusant à tort et à travers certaines personnes qui n'ont rien. Madame, c'est cette question qui est plutôt personnelle, qui vous concerne. On sait très bien que de temps en temps, un certain nombre d'avocats se constituent pour défendre des détenus politiques ou d'autres acteurs qui interviennent dans la vie publique. Mais on vous voit rarement. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous ne vous constituez presque jamais. Ah bon? C'est la question d'un auditeur. Vous ne pouvez pas dire ça parce que ceux qui ont l'habitude du prétoire savent que je n'ai jamais manqué me constituer dans un collectif pour la défense, que ce soit des étudiants, que ce soit des journalistes, que ce soit des hommes politiques, etc. et autres. Et aujourd'hui, la personne qui pose la question doit aussi comprendre que je suis beaucoup plus absente au barreau aujourd'hui parce que la plus grande partie de mon temps et de mes moments sont consacrés aujourd'hui au GOF 4. C'est comme cela que moi je fais les choses. Sinon, personne dans ce pays ne peut dire que moi je ne me constitue jamais dans les collectifs d'avocats qui c'est noté. Puisque vous parlez de GOF 4, et on sait très bien aussi que les mairies ou les maires arrivent au terme de leur mandat. C'est quoi un maire dans un pays comme le Togo? Un maire... Quels sont ses pouvoirs? C'est un responsable qui est chargé de diriger un conseil municipal. Oui, on le sait. Quels sont ses pouvoirs? Et qui a pour en application de la loi sur la décentralisation a le pouvoir de développer son territoire communal dans des domaines précis, notamment en partage pour certains. Avec le gouvernement central, c'est ce qui est écrit. L'éducation. Madame, la question c'est ce qui est écrit. Dans la réalité, vous avez été maire à Juin, Jean-Pierre Fabre a été maire. Quels ont été ses pouvoirs? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Quelles ont été ses difficultés éventuelles? Il a pu intervenir dans l'éducation avec le conseil municipal en offrant plus de 3000 certificats de naissance gratuitement, certificat de naissance, nationalité ou autres à ceux qui n'ont pas sur le territoire communal. Il a pu clôturer des écoles, construire des salles de classe, fournir des tables bancs. Il a pu construire des latrines publiques dans les quartiers qui n'en ont pas. Il a pu électrifier pas moins de 150 rues qui ne disposaient pas d'éclairage public et qui étaient pour vous, c'est positif, tout à fait. Okay. Il a pu acheter des infrastructures immobilières pour loger les services communaux qui doivent travailler. Il a pu acheter des engins de génie civil pour faire l'assainissement, la salubrité de son territoire communal. Il a pu faire. Est-ce qu'il va être reconduit par les électeurs? Mais je suppose que oui, puisque moi j'estime que ce que nous avons fait en 6 années, on va dire en 5 ans, parce que nous avons pris 1 année pour nous installer, puisque nous avons commencé notre mandat sans rien du tout, et donc ce que nous avons fait en 6 années, la délégation spéciale n'a pas fait le tiers en 33 années.
Bien, merci d'être venu, Maître Isabelle Ameganvi. Mais une dernière question, face à la violence et la tension, vous l'avez constaté dans les questions, même les commentaires qui sont laissés par les Togolais qui sont au Togo ou qui sont à l'extérieur, est-ce que ça vous inquiète, cette montée de fièvre dans le discours politique? Oui, présentement, en quelques secondes. Ça m'inquiète parce que ça décourage, et par exemple pour les élections qui viennent là, que les gens n'aillent pas voter. Or, moi j'appelle tout le monde à aller le faire. Mais je dis que toutes les issues doivent être exploitées pour en finir avec ce régime. Merci d'être venu, Maître Isabelle Ameganvi, vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC. L'émission s'achève. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Je suis Pierrot à Tiogo. Le prochain rendez-vous au D12, c'est dimanche prochain. Au revoir.